Bienvenue donc à ce webinaire de la CCI, organisé donc avec Marc Chamorel dans le cadre donc des rencontres de France à la transmission d'entreprise. Donc historiquement, c'est vrai que régulièrement et chaque année, Marc Chamorel nous fait le plaisir de venir à la CCI de Tarbes. Et bon, et cette année, compte tenu de la situation, on a trouvé ce système pour vous priver de sa prestation, donc de le faire en webinaire. J'espère que ça va très bien se passer. Donc, tous nos intervenants, et je les remercie, sont présents. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marc Chamorel. Bien, merci. Merci à André Bin, bien entendu, et à toute l'équipe. Vivien Laconne, qui est aux manettes, si l'on peut dire, et qui une chambre de commerce des Hautes-Pyrénées qui nous permet de nous retrouver ce matin en dépit de l'adversité, en dépit des complications du moment. Eh bien, tout le monde avait à cœur d'être là, d'être présent, de pouvoir faire passer des messages utiles en direction des cédants et des repreneurs qui, bien évidemment, compte tenu du contexte, eh bien, se posent aujourd'hui 1001 questions. Alors, on ne répondra peut-être pas aux 1001, mais en tout cas, on va essayer de répondre aux principales questions que se posent cédants et repreneurs. Avant d'en venir à notre sujet du jour, ce que la Covid-19 va changer dans les mois qui viennent, s'agissant de l'écosystème de la transmission reprise d'entreprise. Je voudrais, et avant de vous présenter bien entendu nos experts qui vont vous éclairer pendant quasiment 1h30 ce matin, vous allez voir, tout ça passe à la vitesse de la lumière. Je voudrais dire quelques mots de personnes qui n'apparaîtront pas à l'écran, et donc je vais me faire un petit peu leur porte-parole. Je voudrais présenter en quelques mots le CERA et le réseau Entreprendre Adour, deux réseaux d'accompagnement qui, depuis des années, apportent leur pierre à l'édifice de la transmission d'entreprise en France. Alors, le CERA, Association des cédants et repreneurs d'affaires, une centaine de délégations en France, et en tout cas, s'agissant des Hautes-Pyrénées, une délégation, un délégué très actif, Jean-Michel, qui, j'imagine, est devant son écran. Et alors, pourquoi aller frapper à la porte du CERA? Eh bien, on va dire que c'est un facilitateur au niveau de la mise en relation entre cédants et repreneurs. Voilà, donc Jean-Michel et l'équipe et les délégués du CERA accompagnent à la fois des cédants et des repreneurs. Et ce matin, nous aurons le témoignage tout simplement d'un repreneur accompagné par un certain nombre d'experts et également par le CERA et par Jean-Michel. Voilà, donc faciliter la mise en relation, ça c'est extrêmement important. Il y a un deuxième réseau d'accompagnement, le réseau Entreprendre Adour, qui lui aussi, alors là, est plus aux côtés des repreneurs. C'est des repreneurs, notamment des repreneurs personnes physiques. Chaque année, le réseau accompagne des lauréats, voilà, de deux façons en fait. D'une part, au travers de prêts d'honneur, et c'est bien précieux quand on est un porteur de projet pour boucler son montage de reprise, bénéficier de prêts à taux zéro avec un différé d'amortissement. Je peux vous dire que c'est tout sauf un détail. Un accompagnement financier qui peut aller jusqu'à, je crois, 50 000 €. C'est Fabrice Delpech qui anime ce réseau Entreprendre Adour, là aussi un réseau d'accompagnement de proximité. Et Denis Demact, dont on aperçoit le visage, nous dira tout à l'heure, bonjour Denis, s'il est accompagné ou s'il sera accompagné, puisque sa reprise n'est pas encore complètement finalisée,
s'il a prévu, bien entendu, de solliciter le réseau Entreprendre. Et puis, deuxième apport, et c'est au moins aussi important, pouvoir mettre à la disposition des futurs repreneurs pendant les 2 premières années, les 2 années qui suivent leur reprise, leur mettre à disposition un sparring partner, un chef d'entreprise en exercice qui sera à leur côté dans toute cette période, évidemment à haut risque de la prise de possession de l'entreprise. Voilà, je referme la parenthèse, mais voilà en tout cas 2 réseaux d'accompagnement qui peuvent aider très concrètement aujourd'hui des cédants et des repreneurs. Voilà. Alors, pour parler de notre sujet du jour, on a un très beau panel là d'experts, quasiment que des experts locaux de proximité que vous pouvez aller solliciter, qui travaillent sur les Hautes-Pyrénées, sur le bassin de Tarbes, et puis bien entendu le département des Hautes-Pyrénées et puis les départements voisins. Voilà. Alors, on aura différentes expertises représentées, bien entendu. Chacun parlera depuis son observatoire. Alors, deux spécialistes plus de l'accompagnement, on va dire du rapprochement d'entreprises. On les appelle parfois banquiers d'affaires. Leur métier, c'est d'être un peu les architectes d'une transaction. On les retrouve tout au long du processus de transmission reprise. Et pour nous parler pour prendre la température aujourd'hui du marché, eh bien, nous aurons les témoignages de Youssef Afkir, qui apparaît bien sûr à l'écran, qui représente le cabinet Acom Corporate Finance. Voilà, Youssef qui est partenaire d'un certain nombre de nos réunions dans le sud-ouest, avec une équipe complètement dédiée à ce que l'on appelle la fusion-acquisition. Un autre banquier d'affaires ce matin que nous accueillons, Pascal Albouy, puisque donc il lui court, si je puis dire, sous les couleurs de la Banque populaire occitane, un banquier, à la fois un banquier de terrain et un banquier d'affaires, Pascal Albouy, que je suis ravi également d'accueillir, qui travaille dans l'équipe d'Éric Micot, qui ne pouvait pas être des nôtres ce matin. Et donc, je voudrais remercier l'équipe de la Banque populaire occitane qui s'est mobilisée, donc avec Pascal Albouy et Bruno Despiau, qui lui s'occupe de financer les dettes seniors, donc le grand argentier de la reprise d'entreprise. Et donc, il sera évidemment très intéressant de voir avec Bruno Despiau comment les lignes ont bougé s'agissant du montage de reprise, quelles sont les nouvelles exigences, les nouveaux ratios prudentiels attendus par les prêteurs. On ne manquera pas de questions pour Bruno Despiau. Donc voilà, donc deux spécialistes, en tout cas Youssef et Pascal, deux spécialistes du rapprochement d'entreprise. On aura également les lumières d'un avocat d'affaires incontournable, et je remercie tout particulièrement l'équipe de Fidal Tarbes, représentée par Pierre Saulnier, qu'on avait eu le plaisir déjà d'accueillir l'an dernier. Donc, beaucoup de points d'attention, évidemment, au plan juridique. On s'intéressera notamment avec lui à toute la problématique de l'ajustement, des outils d'ajustement du prix
hein, compte tenu des incertitudes du moment, on verra qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettent de rapprocher les points de vue et de rapprocher les parties. Et c'est Pierre Saulnier qui nous éclairera là-dessus. Il nous éclairera également sur un certain dispositif qui permettent d'accompagner la reprise d'entreprises en difficulté. Autre sujet qui sera évoqué dans le cadre de notre webinaire de ce matin, puisque bien évidemment, un certain nombre d'entreprises sortiront fragilisées, voire en difficulté de cette épreuve et de cette épidémie. Voilà, donc un avocat, des experts comptables, et là, on a le plaisir, ils parleront à deux voix. Ils parleront à deux voix, une voix féminine et une voix masculine. Donc, ravi d'accueillir aussi une femme. Hein. Alors, ce n'est pas encore complètement la parité, là. Il faudra revoir un peu le sujet. Mais en tout cas, Sandra Duprat et Cédric Guilaine seront les deux experts comptables. Voilà, c'est le binôme. Vous l'apercevez là à l'écran. Ils représentent un grand cabinet d'expertise comptable très présent dans tout le sud-ouest qui s'appelle Accom Audit. Et j'en profite pour saluer son animateur, en tout cas au niveau du bureau de Tarbes, Philippe Morales, qui ne pouvait pas être des nôtres ce matin et donc qui a envoyé au front Sandra et Cédric, qui, je crois, Cédric anime le bureau de Lannemezan. Donc là aussi, des experts comptables au contact de la réalité du terrain, au contact des petites et moyennes entreprises des Hautes-Pyrénées qui, ça sera peut-être dit par certains, les Hautes-Pyrénées, qui est un département assez touché, c'était encore dit hier soir, au niveau du chômage consécutif à l'épidémie, un département qui paie un assez lourd tribut en raison notamment de toute la filière de sous-traitance aéronautique qui souffre particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc deux experts comptables. Et puis, je n'ai pas fini, puisque pour terminer, nous aurons le témoignage de mon ami Cyril Rocher. Cyril Rocher, eh bien, c'est un représentant, on va dire, du mouvement coopératif, puisqu'il anime, il est l'un des directeurs et animateurs de l'Union régionale des SCOP. Alors aujourd'hui, on dit quoi, Cyril? Midi-Pyrénées, Occitanie, parce que je sais que tout ça, le périmètre s'est élargi. On dit pôle Pyrénées pour la partie Toulouse et pôle Méditerranée pour la partie Montpellier. D'accord. Parfait, pôle Pyrénées. Donc, voilà, un mouvement coopératif dont ça sera intéressant d'entendre les analyses. Je me souviens qu'au moment de la crise de 2008, qui avait fait pas mal de dégâts, on avait observé que les entreprises coopératives traversaient plutôt mieux que les autres. En tout cas, cette crise de 2008-2009. Qu'en est-il de la crise de 2020, Cyril? Ça sera intéressant de nous dire si les réserves accumulées par les entreprises coopératives leur permettent d'être un petit peu plus solides que d'autres aujourd'hui. Et puis, ça sera l'occasion aussi avec le mouvement coopératif de voir de quelle façon il peut faire la courte échelle aujourd'hui à des équipes en interne, bien entendu, à des entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés passagères. De quelle façon l'Union régionale peut aujourd'hui tendre la main à des entreprises dont les fondamentaux sont encore bons,
et qui ont besoin d'un petit peu d'oxygène. Voilà en tout cas des points sur lesquels vous serez les uns et les autres interrogés. Alors, on va avec André, là vous avez donc, on a bien vu tous nos intervenants de ce matin. On va essayer de structurer évidemment un petit peu le propos pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Pour commencer, on va en effet dans une première partie. On a découpé notre conférence en 5 parties. Pour la première partie, on va essayer un petit peu de prendre la température à la fois du côté des cédants et des repreneurs. Qu'en est-il? Comment le marché de la transmission a-t-il passé cette année 2020? Entre ces 2 confinements, il s'est passé environ 6 mois, 6 mois pendant lesquels le marché a continué d'avancer. Il ne s'est pas bloqué. C'est peut-être la première bonne nouvelle, en tout cas de ce matin. C'est qu'on est resté, s'agissant de la reprise d'entreprise, on est resté sur un marché animé avec des transactions qui se sont débouclées après le premier confinement. Il y a eu pas mal d'opérations qui sont allées au bout cet été. Et je voudrais qu'on commence par un premier tour de table, que chacun puisse prendre la parole pour peut-être mettre en évidence. Alors, l'idée c'est de faire passer d'abord dans un premier temps chacun une idée forte, une tendance qui vous paraît en tout cas symptomatique de l'état du marché aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer par demander à Sandra, parce qu'on a la chance d'avoir une femme. Allez, on va commencer par Sandra Duprat. Vous accompagnez, bien entendu, vous avez des entreprises clientes, des grosses TPE, des petites PME, des Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce qui vous a semblé remarquable là sur ces derniers mois? Nous allons entendre le témoignage de Denis Demact, qui est un repreneur en train de reprendre et qui, je crois, est conseillé par votre équipe, l'équipe de Philippe Morales. C'est donc déjà la preuve qu'il y a, je parlais tout à l'heure de marché animé, eh bien, c'est la preuve qu'il y a encore des cédants. Il faut qu'il y ait de la matière première c'est la matière première indispensable pour que le marché puisse exister. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait de l'envie, il faut qu'il y ait des porteurs de projets. Et visiblement, en tout cas, vous en accompagnez un aujourd'hui. Bonjour à tous déjà. Oui, on a toujours des repreneurs, malgré cette crise, il y a toujours des repreneurs, soit avec des entreprises en difficulté, ou alors on en a aussi avec des gens qui arrêtent tout simplement par des départs à la retraite. On a quand même des gens qui continuent à reprendre quand même. On en a quelques-uns au niveau du cabinet et effectivement, voilà, il y a toujours des gens qui sont prêts à vendre et d'autres à racheter. Voilà. Alors, c'est évidemment essentiel. Je le disais, c'est la matière première. Alors, sur ces cédants, on va se tourner vers nos 2 spécialistes là qui, j'ai envie de dire, au quotidien prennent le pouls de ces dirigeants en tout cas qui décident de mettre leur entreprise sur le marché. Alors, Youssef, on va demander à Youssef et Pascal d'intervenir. Youssef Afkir, bien sûr, il y a un certain attentisme, il y a un certain nombre de dirigeants, quand ils le peuvent,
qui se disent on va attendre des jours meilleurs pour mettre notre entreprise, on voulait la mettre sur le marché fin 2020 ou début 2021. Peut-être que ceux-là, Youssef, aujourd'hui, se disent on va reporter. Qu'est-ce que vous constatez en tout cas? Est-ce qu'il y a toujours un flux de dirigeants qui quand même arrivent sur le marché aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Nous, on constate de notre côté que le marché est toujours dynamique en termes d'offres et de demandes, contrairement à la première vague, on va dire, premier confinement, où là, il y a eu un petit peu d'attentisme et les entreprises, et notamment les dirigeants, ne savaient pas trop comment ça allait se passer. Aujourd'hui, on sait que les entreprises, malgré les situations de confinement, peuvent continuer à travailler, donc génèrent du chiffre d'affaires. En termes de résultats, on constate que les impacts sont un petit peu limités. En tout cas, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité qui continuent à performer, on va dire que le marché reste dynamique. Il y a de la demande et c'est notamment, on va dire, un argument à mettre en avant dans le cadre d'une vente. Donc, les dirigeants continuent à être sur des trends comme l'année dernière, hein, c'est-à-dire un marché soutenu par une abondance de liquidités qui se traduit notamment par une forte demande des fonds d'investissement qui ont des sommes à placer et qui sont très demandeurs. Donc on n'est pas dans une crise de liquidité comme on a pu l'être en 2008, où là, le marché, en quelques mois, le marché s'était bloqué parce que, quelque part, les acquéreurs ne pouvaient plus, ne pouvaient plus financer leurs acquisitions par des prêts bancaires. Aujourd'hui, alors Pascal Albouy, vous, j'imagine que vous confirmez, vous faites partie, vous êtes banquier. Donc aujourd'hui, en effet, vous confirmez que, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, vous confirmez que les prêteurs continuent à prêter. Quelles sont quand même les incidences pour, on peut peut-être tout de suite déjà en dire un mot, incidence pour les acquéreurs, c'est quoi? C'est de devoir peut-être aujourd'hui monter un petit peu le curseur de leur apport. Est-ce que c'est une bonne idée aussi de peut-être de commencer à identifier un fonds d'investissement de proximité qui pourra ou qui pourrait compléter l'apport en fonds propres du repreneur? Là, je parle de repreneur personne physique. Alors, sur ce point-là, je laisserai Bruno Despio répondre sur la partie bancaire. Moi, je suis sur la partie plutôt transaction. Rapprochement. Alors, pour le rapprochement, je rejoins Youssef par rapport au côté dynamique du marché, autant sur le côté repreneur que cédant. Les points qu'il faut identifier par rapport à cette crise inédite, c'est en fait un premier point, on a l'accélération de tendance. On s'aperçoit que les entreprises se transforment et dans cette transformation, il faut être très attentif justement dans la valeur d'entreprise que nous évoquerons tout à l'heure. On a des entreprises qui se valorisent grâce à cette notion que je pourrais appeler résistance, résilience à une crise sanitaire. Et par rapport à ceci, je dirais autant des repreneurs sont attentifs que des cédants. Et ça recrée une dynamique du marché suite justement au confinement et à la crise que nous avons vécue sur la période du mois de mars à mai. On a eu une vraie reprise d'activité dans le schéma transactionnel. Et par rapport à ce point, en fait, après, il faut analyser, je dirais, au cas par cas, hein. Les entreprises, c'est avant tout des hommes, donc la valeur de l'entreprise, c'est porté par l'organisation de l'entreprise, ses marchés, ses barrières à l'entrée, je dirais. Et aujourd'hui, on peut identifier des secteurs qui sont très dynamiques autour de l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, mais pas que, hein. On a aussi tout ce qui est autour de la télécommunication.
Par contre, on a des secteurs beaucoup plus difficiles aujourd'hui, sur lesquels on a beaucoup plus de difficultés à se projeter. C'est tout ce qui est autour, on va dire, de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme au sens large, même s'il y a quand même encore des marchés de niche. Donc aujourd'hui, un volant d'affaires important, pour autant, un volant d'affaires qui doit être traité vraiment au cas par cas. Et c'est par le biais d'intermédiaires et de conseils autour, je dirais avocats d'affaires ainsi qu'experts comptables qui sont autour de la table, qu'on arrive à bâtir des modèles, je dirais, gagnant-gagnant. Donc c'est intéressant, un marché, en vous écoutant, un marché contrasté, un marché très contrasté avec en effet des secteurs qui sont quelque part portés, voire dopés par la crise sanitaire, d'autres évidemment très impactés, très touchés. Et puis, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des entreprises qui, pour certaines, comme vous le disiez très bien, se sont quelque part bonifiées avec cette crise. Quand on a préparé la réunion, vous disiez en quelques mois, finalement, en 6-8 mois, on a des entreprises qui ont fait un très gros travail de transformation et donc se sont bonifiées. Et à contrario, on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui vont évidemment, comme vous le dites, qui vont sortir fragilisés de cette année 2020. Donc, là, je me tourne vers Cédric Guilaine, l'expert comptable. Est-ce que vous confirmez un peu cette dichotomie aujourd'hui s'agissant de l'état de santé des petites entreprises de votre département, certaines qui, les bons élèves de la classe là, qui, quelque part, sortent renforcés, et puis d'autres pour lesquelles, et je faisais allusion à la filière de la sous-traitance aéronautique, je sais que vous avez de très belles affaires sur votre département qui sont sur ces métiers de l'aéronautique. Donc là, une situation beaucoup plus difficile pour tout un autre pan de votre économie régionale. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que sur certains secteurs comme l'aéronautique… C'est vrai que décalez-vous un tout petit peu par rapport à la caméra pour que… Voilà, nickel. On vous voit bien. Donc oui, certains secteurs ont été impactés par la crise plus que d'autres. Après, il y a des dispositifs qui ont été mis en place comme le chômage partiel qui permettent d'aider certaines entreprises. Alors, c'est plus, on va dire, des coûts de subvention, mais c'est vrai que c'est difficile pour certaines. Et la majorité des entreprises qui sont prêtes à être cédées, c'est plus des entreprises en difficulté sur le plan économique. On va dire. Les bonnes entreprises, forcément, ne sont peut-être pas à vendre à l'heure actuelle, je pense. Voilà, donc en effet, en tout cas, des opportunités, ça c'est certain. Il faut s'y préparer, des opportunités en 2021. On ouvrira une petite parenthèse tout à l'heure là-dessus sur la reprise d'entreprise, soit fragilisée, soit en difficulté. Pierre Saulnier, pardon, Marc. Oui, Marc, pardon. André. Marc, juste une petite remarque. Au niveau de la pratique pour ce webinaire, les participants ont la possibilité donc, de nous poser des questions. Tout à fait. Donc, soit par le chat, soit effectivement par l'onglet questions-réponses. Et d'ailleurs, il y a déjà une première question qui est si le prix, concernant le prix du rachat de l'entreprise aujourd'hui, quelle est son évolution, sa méthode de calcul. Merci ça, André. On en parlera, je pense, peut-être un peu plus tard. Mais les participants n'hésitent pas à poser des questions. Voilà, le message est passé. En effet, j'avais oublié tout à l'heure, là, dans ma présentation des uns et des autres, j'avais oublié en effet de dire à la salle virtuelle, mais bien réelle en même temps, qui nous écoute et qui nous regarde, que vous avez bien évidemment la possibilité de poser des questions. Alors, si possible, en lien avec la partie qu'on est en train de traiter, pour qu'on n'ait pas à revenir à faire trop d'allers-retours,
On prend bonne note de la question, bien entendu, elle est dans toutes les têtes, la question sur l'évolution des multiples de valorisation. On a toute une partie qui y est consacrée, c'est la partie 3. Hein. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui sont en lien avec la partie traitée. Et puis, celles qui ne le sont pas, on les garde pour, évidemment, un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est de répondre à toutes les questions ce matin qui nous seront posées. Merci, André. Oui, je me tourne vers l'avocat d'affaires présent avec nous ce matin, Pierre Saulnier. Alors, je vais vous laisser un petit peu décrypter, hein, puisque FIDAL est vraiment un cabinet qui accompagne beaucoup de transmissions d'entreprises familiales. Vous avez cette culture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là dans quel état d'esprit, en effet, sont aujourd'hui les actionnaires familiaux, et puis peut-être nous dire aussi de quelle façon vous prenez en compte aujourd'hui, vous sécurisez en quelque sorte les transactions pour le compte d'acquéreurs qui n'ont évidemment pas toutes les réponses à leurs questions et pour lesquelles il y a un certain nombre d'incertitudes qu'il faut arriver à paramétrer. Oui, bonjour à tous. Alors, vous venez de prononcer le mot qui, nous, en juridique, nous occupe pendant cette crise, c'est l'aspect sécurisation. Parce qu'évidemment, dans ce contexte économique plus incertain, la dimension juridique liée au processus de cession, acquisition, prend une importance particulière. Alors, elle en prend à plusieurs stades du processus. Celui auquel on pense naturellement au départ, c'est les due diligence, c'est l'aspect audit des sociétés qui sont à acheter. Quel est l'impact de la crise sur ces sociétés? Quel est l'impact à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est pas toujours évident à définir. Est-ce qu'au contraire, elle tire parti de cette crise? Donc tout ça, c'est effectivement un travail d'analyse à avoir, qui est aussi bien financière que fiscale, juridique, sociale, parce que cette crise revêt de multiples aspects. Et puis après, dans le processus de cession, on a effectivement un certain nombre de phases qui prennent aussi beaucoup d'importance. Le fameux protocole qu'on appelle également put, dans lequel effectivement il y a une promesse qui est faite de vendre sous condition d'obtention d'un financement. On sait que dans cette crise-là, le financement peut être également le nerf de la guerre, même si j'ai entendu qu'effectivement il y a des liquidités. Tous les acquéreurs ne sont pas forcément, en tout cas dans ce que je vois, dans ces situations-là. Donc ça peut être un vrai sujet. Et au final, on a effectivement donc un processus de sécurisation qui se termine par la garantie d'actifs et de passifs. Et donc, tout ce processus, si vous voulez, se tend et prend d'autant plus d'importance, voilà, en temps de crise. Voilà sur ce que je peux dire. Un allongement, Pierre, peut-être un allongement aussi un allongement de la durée des discussions auxquelles doivent se préparer, j'ai envie de dire les deux parties, des cédants, parce qu'en effet, parfois, ils peuvent partir pour un petit marathon, parce qu'en face, on a des acquéreurs qui, quelque part, c'est peut-être leur intérêt, vont prendre leur temps d'avoir réponse à toutes les questions qu'ils poseront, hein, donc au niveau de la documentation, ils vont se montrer, j'imagine, on peut l'imaginer, particulièrement exigeants. Donc tout ça, est-ce que tout ça peut se traduire par un allongement assez significatif de la durée des négos? Oui, alors tout à fait. Alors, moi, l'aspect matériel que je constate, c'est qu'on a eu pas mal notamment, on a eu, nous, de notre côté, une très grosse transaction à sur Pau pendant dans l'entre-confinement, j'ai envie de dire. Le confinement rend les choses compliquées, déjà d'un point de vue matériel, parce que quand vous avez, sur des grosses opérations, des phases d'audit, vous avez aujourd'hui des personnels manquants, du chômage technique, etc., ce qui ne facilite pas de toute façon la phase d'analyse. Donc c'est vrai qu'on a vécu
la période entre les deux confinements, finalement, un regain d'activité, ce qui peut d'ailleurs laisser espérer qu'à la sortie de ce second confinement, effectivement, les choses redémarrent aussi à ce niveau-là. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça allonge nécessairement les délais, ça rend les acquéreurs plus prudents, mais c'est aussi une phase voilà, de concrétisation qui peut prendre plus de temps, mais dans un contexte pour les acquéreurs qui peut être intéressant. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura un ralentissement des opérations. À mon avis, on risque d'observer, enfin, de ce que je constate moi, un regain d'activité à la suite du second confinement. Ah, merci Pierre. Avant de donner la parole à aux deux experts là qui ne l'ont pas encore prise, je pense à Cédric, à Cyril Rocher, pardon, et à Bruno Despio. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ce que vient de dire Pierre Saulnier, avec Denis Demact, notre repreneur, parce que quelque part, lui, ça fait quasiment depuis le début de l'année 2020, donc lui, il a passé toute l'année 2020 à rencontrer des cédants. Denis, je sais que vous avez, entre les deux confinements, vous avez des discussions qui ont continué à progresser avec certains cédants. Vous avez même une opération qui a failli aller au bout. Vous nous expliquerez pourquoi elle n'a pas été au bout. Et aujourd'hui, fort heureusement, vous avez retrouvé depuis quelques mois maintenant, vous avez retrouvé la piste d'une entreprise que vous êtes quasiment, on peut le dire, sur le point d'acquérir. Mais intéressant de décrypter un petit peu avec vous les comportements de cédants que vous avez pu avoir pendant cette année de 2020 à nul autre pareil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là ça a été dit par Pierre Saulnier sur en effet, peut-être parfois la difficulté d'accéder ou d'obtenir la bonne information, sur le caractère essentiel aujourd'hui de la transparence, d'une transparence très attendue évidemment par l'acquéreur que vous êtes. Oui, alors au niveau comportement des cédants, effectivement, on rencontre, on va dire, tout type de comportement. On va dire, en tant que repreneur, le cas idéal, c'est des dossiers intermédiaires où là, effectivement, on a quand même beaucoup d'informations et assez rapidement, on peut se faire une idée de la situation de l'entreprise. Après, c'était pas votre cas, hein, Denis. Non. Voilà, vous avez. J'ai fait le choix de prospecter par moi-même, oui, tout à fait. Vous avez approché le marché caché, comme on dit, et donc ce n'étaient pas des cibles intermédiaires. Alors, j'ai eu des cibles intermédiaires par un intermédiaire vendeur, voilà. Voilà, donc c'est de ça dont je voulais parler. Après, quand j'étais en direct avec des entreprises dont j'avais eu l'information d'une potentielle vente par le réseau, là, soit on rencontre effectivement des cédants qui ont bien conscience qu'il y a bien une certaine transparence et que le repreneur, il a une tendance à être un petit peu sceptique et à être méfiant et à se douter. Voilà, donc il y a un vrai besoin d'assurance et de réassurance du repreneur, parce que quand on est repreneur, on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'est caché, est-ce qu'il n'y a pas un loup quelque part, et dans ce cas-là, il faut vraiment que j'arrive à le détecter. Et de ce fait-là, quand on a parfois des cédants un peu en frein à communiquer des informations, parce qu'ils ne veulent pas non plus communiquer, et ça se comprend, des informations à n'importe qui, ça peut parfois un peu mettre le doute sur la fiabilité ou sur la solidité de l'entreprise. Et là, voilà, donc c'est une position du repreneur qui n'est pas évidente. Donc, un juste équilibre aussi à trouver avec le cédant, une relation de confiance importante à trouver, quoi. Voilà, mais en tout cas, une composante transparence qui aujourd'hui prend toute son importance. Et c'est vrai que le repreneur, son job, c'est de regarder sous le tapis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est tenté de le faire plutôt 2 fois ou 3 fois qu'une. Et donc, s'il y a vraiment un premier message fort à faire passer et à retenir quand on est cédant, c'est surtout jouer d'emblée
la carte de la transparence. N'oubliez jamais que vous avez en face de vous des repreneurs qui, évidemment, se demandent s'il n'y a pas des pièges qu'on cherche à leur dissimuler. On termine notre petit… Oui, qui voulait réagir? André? Oui, Marc, une question qui apparaît là concernant, donc une question plutôt adressée à Pierre Saulnier par rapport à son intervention, oui. sur un petit peu, déjà une question pratique, en fait, sur les protocoles d'acquisition. Et la question de M. Fraisse, et lors d'un achat, est-ce que l'on peut prévoir un bonus pour le vendeur, prix de vente sur les résultats futurs des 3 prochaines années? Alors, pas seulement d'objectif. En effet, c'est une question qui est dans toutes les têtes. On va laisser Pierre répondre à ça. Ça pose la question, en effet, aujourd'hui, Pierre, des modalités de paiement. On voit se généraliser un prix fixe assorti d'un complément de prix conditionné à l'atteinte de certains résultats. Est-ce que vous pouvez, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est la question, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce mécanisme du complément de prix? Alors oui, c'est un mécanisme qui n'est pas nouveau en temps de crise, mais qui effectivement prend beaucoup plus d'acuité à un moment où peut-être il y a plus de risques à l'opération. Et dans ce cas-là, on veut évidemment faire participer le cédant, soit une réussite de cette reprise, soit éventuellement à une difficulté dans le cadre de la reprise. Et c'est ce qu'on appelle, généralement, ce qui est prévu dans les protocoles, c'est une clause burn-out, c'est-à-dire que on va effectivement, on peut parler d'un bonus, mais en tout cas, on va intéresser le cédant sur une partie du prix en fonction de l'évolution de l'activité. Donc, c'est encore une fois un mécanisme connu, mais que effectivement on met plus en place aujourd'hui, puisque on comprend bien que l'acquéreur veut quelque part se prémunir de mauvaises surprises. Et c'est vrai que cette clause d'earn-out, de ce point de vue-là, elle est redoutable, puisque le cédant va avoir intérêt à ce que l'activité transmise marche le mieux possible pour pouvoir percevoir effectivement ce bonus. Donc, on a maintenant dans beaucoup d'opérations ce type de clause. Il faut faire attention parce que c'est du cas par cas, c'est de la mécanique un peu de précision, les clauses d'earn-out. Le principe, il est compréhensible, mais après, il faut bien délimiter, si vous voulez, d'abord quel sera le temps d'accompagnement du dirigeant, quelle sera la forme de ce fameux bonus. Est-ce que le dirigeant qui reste dans l'entreprise pendant quelques temps sera salarié? Est-ce qu'il perçoit au contraire une plus-value au bout de quelques temps? Comment est déterminée cette plus-value? Quid de la fiscalité? Donc, si vous voulez, il y a toute une série de questions qui se posent. Ce n'est pas des opérations qui sont forcément faciles à cadrer, mais par contre, dans la logique actuelle, ça a un vrai intérêt. Donc, il faut sécuriser ces opérations et mettre en place ces clauses d'earn-out qui sont tout à fait, en temps de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, indiquées. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, Pierre Saulnier, un horizon qui généralement n'excède, enfin moi, dans ce que j'entends, ça excède rarement 1 an. Parce qu'après, au-delà, c'est déjà 1 an, c'est beaucoup pour un cédant. Ça veut dire en effet une période pendant laquelle il va devoir rester extrêmement vigilant, un peu partie prenante des choses, parce qu'il est évidemment intéressé, très directement intéressé à la manœuvre. Donc, conditionné par l'atterrissage, comme on dit, l'atterrissage de l'exercice en cours, ou bien, et compte tenu du deuxième confinement, c'est un petit peu ce à quoi on assiste aujourd'hui, ça a repoussé d'autant les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des acquéreurs qui conditionnent ça au résultat de l'exercice 2021. Voilà. En tout cas, c'est une conséquence là assez directe du reconfinement. Alors, je me tourne, donc on va terminer notre premier petit tour de table
Bruno Despiaux, là, tiens, j'ai envie de le banquier prêteur de Banque Populaire Occitane. Donc, beaucoup de choses. On va avoir beaucoup de questions, je l'imagine, sur l'équilibre du montage financier de reprise attendu aujourd'hui par le banquier prêteur. Mais là, tiens, tout de suite, on parle de prix fixe, prix conditionné un an plus tard. Ça veut dire que le banquier, là, il va devoir, c'est très concret, c'est ce que disait d'ailleurs Denis, là, quand on échangeait sur son propre montage financier. Ça veut dire qu'il va falloir contracter, quand on est le repreneur, deux prêts, un prêt pour financer le prix fixe et puis un prêt un an plus tard pour financer le complément de prix s'il est appelé, parce qu'il peut ne pas l'être. C'est du coup une petite subtilité supplémentaire pour le banquier que vous êtes, Bruno. Oui, bonjour à tous. Avant d'aborder ce thème, moi je voulais peut-être vous faire juste un panorama du marché gersois, puisque j'officie sur le Gers. Alors, sur le Gers, je suis peut-être un peu atypique, puisqu'en fait, j'ai plus de cédants que d'acquéreurs. C'est peut-être lié à la moyenne d'âge des chefs d'entreprise. Et ce que l'on remarque, en fait, c'est qu'il y a 3 catégories de cas de figure. Vous avez les entreprises qui étaient cédantes avant la crise, le chef d'entreprise voulait passer la main, et elles se heurtent aujourd'hui à 2 types de difficultés. Ou bien leur valorisation, elle s'est dépréciée, ou alors l'acquéreur n'a plus la capacité à les acheter. Donc, on a un souci à ce niveau-là. On a un autre type de cédant qui, lui, est en train de réorganiser son activité. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont plusieurs activités qui ne sont pas forcément liées et il se recentre sur son cœur d'activité pour être plus vendable lorsqu'il voudra céder la totalité de l'entreprise. Donc, les branches d'activité qui ne sont pas essentielles sont à la vente. Et puis malheureusement, nous avons le 3e cas de figure où nous avons les entreprises qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas la capacité à remettre du cash dans l'entreprise, qui ont des tensions de trésorerie et qui sont à la vente parce que s'il n'y a pas d'adossement industriel, elles vont déposer. Et s'il n'y a pas d'apport en cash, elles vont également déposer. Donc voilà, donc des cas de figure très différents pour le marché des cédants. Pour les acquéreurs, alors sur mon secteur, je n'ai pas beaucoup d'acquéreurs finalement. J'ai un cas de figure qui, avant la crise, s'était positionné pour acquérir une cible qu'il avait déjà en vue. Il avait tout à fait la capacité de le faire. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'a plus la capacité de le faire. Par contre, l'acquisition est essentielle pour son avenir parce qu'il a investi dans ses capacités de production. Donc, on est en train de réfléchir comment faire entrer un fonds pour lui donner la capacité de faire cette croissance externe. Donc, voilà le panorama que l'on peut décortiquer. Et Bruno, est-ce que les PGE, parce que c'est une question qui est souvent posée, ces fameux prêts garantis par l'État qui peuvent représenter des sommes importantes pour certaines entreprises, ça peut être entre 500 000 et 2 millions d'euros. C'est pas rien pour une belle petite PME. Est-ce que cet argent frais, cette trésorerie quelque part disponible, peut être utilisée pour, par exemple, saisir une opportunité de croissance externe comme vous venez de l'évoquer? Non. Pour moi, le PGE est un piège. C'est un piège. Dans le sens où, si vous transformez votre PGE en amortissable, vous allez avoir des conditions de financement qui ne sont pas attractives. Alors certes, la banque aura la garantie de l'État, bon, c'est très bien, mais le coût du financement sera entre 2 et 2,5. Donc franchement, ce n'est pas des conditions très intéressantes. Avec une durée d'amortissement qui sera limitée à 5 ans. Donc, si vous êtes sur une acquisition, on va plutôt sur du 7 ans. Donc, franchement, le PGE, pour moi, ce n'est pas l'outil adapté à la croissance externe. Voilà. Sans compter que si d'un côté, vous mettez en amortissement un PGE et de l'autre côté, vous avez une croissance externe, je ne suis pas sûr que vous ayez la capacité de faire les deux, de rembourser les deux. Parce que ce qui ressort, c'est que le PGE, en tout cas pour les entreprises qui vont le mettre en amortissement, ça leur
amputent une grande partie de leur capacité de remboursement. Voilà. Donc, je pense que ces entreprises-là ne sont pas en capacité de faire des croissances externes. Un mot sur je parlais de l'équilibre du montage financier. Là aussi, beaucoup de repreneurs, évidemment, se posent la question. Par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé quand même là en 2020? Est-ce que l'effet de levier, c'est ce qu'on entend, est-ce que l'effet de levier s'est réduit et donc avec pour conséquence pour le repreneur, bien soit d'augmenter son apport, son niveau d'apport en fonds propres, soit ça peut l'obliger à aller chercher, par exemple, je faisais allusion tout à l'heure à un fonds d'investissement de proximité qui peut permettre de participer au financement en fonds propres et donc de détendre le montage de reprise. Comment les curseurs ont-ils bougé là quand même ces derniers mois? Alors, tout à fait. Tout ce qui permet de détendre le plan de financement est bon à prendre. Que ce soit par un travail sur le haut de bilan, que ce soit donc avec des investisseurs du fonds propre, ou que ce soit par la mise en place de contrats factors pour détendre tout ce qui est partie BFR. Voilà. Il faut bien comprendre que le banquier qui demande de l'apport, ce n'est pas pour le plaisir. C'est qu'il demande de l'apport pour que l'équilibre financier soit tenable. La dette, c'est très bien quand on peut la rembourser, mais quand on est confronté à un mur de dette, ben, c'est la catastrophe. Donc, le fait de demander de l'apport, c'est plutôt pour sécuriser le porteur de projet que pour la banque. Parce que la banque, bon, il y a des garanties, on arrive à se sécuriser. Mais si vous partez sur un projet qui n'est pas suffisamment bien financé, en trésorerie, ce sera la catastrophe. Et si derrière, il faut aller chercher du court terme, je ne suis pas sûr que les banques répondent. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'alors, on en parlera peut-être dans une autre partie, mais ce qu'on regarde aujourd'hui, ce sont les grands équilibres, la partie endettement par rapport aux fonds apportés, voilà, la capacité d'endettement, la capacité de remboursement. Voilà, donc l'effet de levier aujourd'hui, on limite un petit peu le recours à la dette. Avec une incertitude, et ça, je pense qu'on en reparlera, c'est que la visibilité d'un prévisionnel aujourd'hui, bien malin, celui qui peut se baser sur un prévisionnel. Tout à fait, ça sera l'occasion. Ça fera partie des points, en effet, les nouveaux points de vigilance quant à l'analyse des cibles, et on entendra bien sûr nos experts comptables, parce que là, ils sont vraiment aux côtés des acquéreurs, et en effet, c'est pas toujours facile là de faire le tri entre le structurel, le circonstanciel, ce qui vraiment est lié aux conséquences du Covid. On verra que, en effet, c'est une des difficultés du moment, c'est d'arriver à se forger évidemment une conviction sur l'entreprise et avoir surtout une photographie précise, sachant qu'il y a tout un tas d'effets trompeurs aujourd'hui. On parlait du PGE, on parlait d'aides dont bénéficient en effet, ou dont ont bénéficié un certain nombre d'entreprises en 2020, qui ont d'ailleurs amélioré parfois leur rentabilité, mais d'une façon assez superficielle. C'est un autre sujet. Je voudrais qu'on termine notre petit tour de table avec Cyril Rocher. Comment tu analyses aujourd'hui, en tout cas, la façon dont les entreprises coopératives traversent ce nouvel épisode compliqué? Alors nous sommes un réseau d'entreprises politiquement qui sont toutes essentielles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sociétés coopératives qui sont impactées par des dérèglements, la culture, les restaurants, les salles de sport, etc., l'objet d'un financement purement coopératif et d'un soutien financier par le mouvement, de façon à ce qu'on achète du temps. Donc elles tiendront toutes. Et on achète du temps, et bon, si ça dure un an, on financera encore un an leurs besoins financiers pour les loyers, pour toutes les charges d'exploitation. C'est la force d'un réseau.
Au niveau activité de rachat d'entreprise, on a un volant tout aussi important sur les segments in-boni, sur les segments mandat ad hoc, plan de sauvegarde. La nouveauté, c'est qu'on est en train de regarder des dossiers où on irait à la barre du tribunal avec les fondateurs des entreprises en difficulté, puisque vous savez que jusqu'au 31/12, vous pouvez aller en liquidation judiciaire face au tribunal et faire une proposition de reprise vous-même. Il faut apporter des faits nouveaux, il faut apporter des forces. Et donc, on tente, en préparation bien évidemment, 2 dossiers où on va repartir sous format coopératif avec des entrepreneurs qui ont tout perdu, mais peut-être pas si on arrive à passer l'exercice du tribunal. Au niveau des rachats, nous, on a une attention particulière sur tout ce qui a été dit, c'est-à-dire le PGE. Effectivement, je suis d'accord avec la Banque Pop, c'est une très mauvaise réponse, le PGE. Et puis, il faut garder à l'esprit que le PGE, il était censé financer des pertes d'exploitation. Et pour le moment, il n'y a pas de contrôle. On verra demain s'il y en a, mais je redoute toujours, moi, les règles qui ne sont pas respectées. Par contre, sur les rachats, on a un focus particulier, c'est comment s'est passé le temps partiel, quelle est la nouvelle donne sociale au sein de l'entreprise, est-ce qu'ils ont pris de bonnes habitudes, est-ce qu'ils ont pris de mauvaises habitudes. Dans le télétravail, il y a télé, donc voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe vraiment dans ces entreprises qui ont dû évoluer avec la réglementation, parce que dans la chaîne de valeur et le prix d'une entreprise, il y a aussi le comportement des salariés. Donc ça, on le regarde avec beaucoup d'attention. Sur la partie complément de prix, toutes les choses qui ont été évoquées, nous, on appelle toujours notre vigilance sur ces points-là, parce que faire un plan de financement avec un complément de prix, il faut vraiment le partager avec les banquiers en ayant des critères très carrés, parce qu'il faut partir avec un plan de financement bouclé, même s'il y a un complément de prix. Donc là, il faut faire attention avec ces compléments de prix. Et nous, on ne veut pas prendre de risque aussi d'avoir un cédant qui se retrouve, entre guillemets, couillonné parce que le complément de prix a été non versé par des subtilités comptables, etc. On n'aime pas trop ça. On préfère des choses bien écrites, bien carrées et partagées avec les banquiers. Au niveau des rachats, donc nous, ça se passe bien. Le dernier rachat s'est fait avec un fonds d'investissement. Donc, pour ne pas nommer Midi-Pyrénées Croissance, c'était la semaine dernière. Donc, dans nos focus, on avait beaucoup d'entreprises. Il y en a certaines sur lesquelles on a droppé parce que trop risqué ou en tout cas pas de lisibilité. Je parle par exemple de tout ce qui est traiteur, tout ce qui est fabrication de produits alimentaires, etc. On est vigilant, sauf s'il y a des critères comme le bio. Là, nos Biocoop sont en plein développement et on est en pleine opération de rachat de Biocoop. Globalement, voilà, c'est notre vision du marché, dans une version plutôt optimiste, avec beaucoup de franchise avec les cédants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le prix, etc. Les prix, en fait, bien sûr, vous pouvez avoir des formulations comme un coefficient ou un multiple fois le résultat d'exploitation, moins la dette, plus la trésorerie. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est la lisibilité qu'on a sur un métier et comment il se déroule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le BTP, par exemple, on a des sociétés en difficulté alors qu'elles étaient in boni il y a encore 6 mois. Donc là, on discute avec le dirigeant et on est plutôt sur des rachats avec lui dans un premier temps, et il nous aide ou il nous accompagne jusqu'à avoir les fondamentaux qu'il avait avant le Covid, si on y arrive, pour en rester à une négo qui était initiale. Voilà. Donc, plutôt beaucoup de discussions, mais je ne rencontre pas de cédants qui ne comprennent pas ça. Voilà. Et puis après, on manque toujours, nous, de dirigeants, c'est-à-dire on a beaucoup de sociétés qui viennent nous voir, qui sont à vendre. On fait appel à des cabinets de recrutement, mais bon, on a beaucoup de difficultés pour trouver des dirigeants, enfin ce qu'on appelle un dirigeant, c'est-à-dire une personne à même de gérer un projet d'entreprise, de manager les salariés, etc., sous un format coopératif, ce qui est encore plus difficile a priori lorsqu'on n'est pas de ce monde-là. Voilà, globalement, je suis content de voir Accom, parce que Accom fait partie des sociétés sur lesquelles en ce moment on
on a partagé une entreprise à acheter, on a mis une dirigeante là pour le coup, et tout doucement, les choses avancent. Mais voilà, donc plutôt très positif. Les entreprises qui étaient en difficulté hier, c'est celles qui arrivent sur le marché des tribunaux de commerce, donc ce n'est pas les meilleurs crus. Janvier, février, mars, peut-être qu'on aura de belles entreprises qui ont trop souffert pour se réinitialiser individuellement, et peut-être que là, on aura de bonnes pioches. Mais pour le moment, je vois passer au tribunal de commerce des dossiers qui étaient déjà en difficulté avant le Covid. D'accord. Alors, peut-être une réaction, puisque on a évoqué, et on est dans la partie un petit peu là des entreprises fragilisées ou en difficulté. Pierre Saulnier, un mot sur un dispositif le dispositif qui vient d'être évoqué par les intervenants précédents et qui permet en effet aux actionnaires en place de pouvoir reprendre en quelque sorte leur entreprise à la barre du tribunal. Et puis un mot sur le pré-pack-cession. Alors, oui, alors j'ai entendu là, ce qui vient d'être dit, c'est intéressant. Moi, avant je vais parler effectivement de la reprise devant le tribunal de commerce. Ce qu'on voit, nous, dans les dossiers aussi, c'est qu'il y a pas mal aujourd'hui de structuration. On parlait tout à l'heure de vente de certaines branches de fonds de commerce qui ont lieu au sein des sociétés. Peut-être que certaines entreprises se débarrassent de certaines branches, réorganisent leurs activités. Je pense que ça peut être une opportunité aussi, ce temps de crise, pour structurer en vue peut-être un jour de céder et faire un peu le ménage, si j'ose dire. Il y a aussi toute une procédure qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est les transmissions d'entreprise, pour une simple et bonne raison, c'est que parfois la valorisation des entreprises diminue et cela facilite. Alors on a des processus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme les Dutreil, comme un certain nombre de choses qui permettent au sein d'un cadre familial de transmettre l'entreprise, mais c'est vrai que la valorisation parfois à la baisse qu'on peut faire dans le cadre de cette crise Covid facilite encore cette transmission. Et puis généralement, la crise en elle-même provoque des réactions qui fait que parfois, des gens qui approchent de la retraite veulent passer le flambeau. Donc ça, voilà, ça c'est le premier point. Alors après, côté cessionnaire, effectivement, il y a la possibilité de reprise devant le tribunal de commerce. Alors le pré-pack cession, c'est un mécanisme un peu à l'anglo-saxonne, mais qui a le mérite de préparer, si vous voulez, au stade d'une procédure de prévention. Alors souvent, dans le cas d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc, on va préparer la cession dans le cadre d'une procédure collective flash d'une branche d'activité ou de la totalité de la branche. Le pré-pack cession, si vous voulez, c'est l'anticipation, ce qui est le maître mot généralement, en tout cas en juridique et en fiscal pour optimiser le processus, c'est l'anticipation d'un processus de difficulté que l'on passe par l'intermédiaire d'une procédure collective devant le tribunal de commerce. Et Pierre, c'est important parce que le message, c'est essayer de trouver une solution généralement d'adossement pendant qu'il en est encore temps. C'est-à-dire que là, en fait, si le dirigeant n'a pas la lucidité ou ne veut pas regarder les choses en face, ce sont des entreprises qui disparaîtront. Ça donne la possibilité, en tout cas à certains, de pouvoir sauver encore ce qui peut l'être. Oui, tout à fait. Mais alors là, on est vraiment, encore une fois, c'est le maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'une procédure collective, on va essayer d'éviter de la subir, mais ça suppose, si vous voulez, d'être réactif en amont. C'est-à-dire que dès que les premières difficultés de paiement se manifestent, il faut avoir à ce moment-là la présence d'esprit de se mettre dans le cadre d'une de ces procédures de prévention que j'évoquais tout à l'heure. Et dans le cadre de cette procédure de prévention, véritablement d'organiser, de structurer la cession qui peut avoir lieu à plusieurs moments après. Ça peut être dans le cadre d'un redressement judiciaire, ça peut être dans le cadre d'un processus de liquidation avec poursuite d'activité. Il y a plein de possibilités, si vous voulez. Mais là encore, si on veut arriver à bien gérer cette cession dans le cadre d'une procédure collective, eh bien, ça suppose de le voir très en amont et de réagir dès le départ et de structurer les choses d'un point de vue juridique. Alors,
des opportunités, il y en a. Il y a 3 semaines, on animait un webinaire à Toulon. Et l'histoire est belle. Un conducteur de travaux qui avait fait toutes ses gammes dans le second œuvre du bâtiment, dans les fermetures, et qui a repris une menuiserie en liquidation dans le Var. En l'espace de 3 mois, elle était donc en liquidation judiciaire, en l'espace de 3 mois et demi, en étant bien conseillé, eh bien ce repreneur, ce Quadra, qui devait avoir à peu près, même pas, il avait 39 ans, je crois, il était encore trentenaire, et il a pu sauver 7 ou 8 emplois d'une menuiserie qui avait encore de bons fondamentaux. Voilà, c'est la preuve que même des personnes physiques, des repreneurs individuels, peuvent tenter leur chance. Alors, pour terminer sur cet aspect de reprise d'entreprise en difficulté, peut-être un mot de nos experts comptables, Cédric ou Sandra. C'est vrai que tout l'enjeu d'une reprise en difficulté, c'est d'arriver à bien calibrer ce fameux besoin en fonds de roulement. C'est parce que généralement, on ne l'achète pas cher, on ne l'achète pas cher, cette entreprise défaillante, mais derrière, il faut pouvoir être en capacité de financer ce besoin en fonds de roulement et donc de bien le calibrer. Un mot sur cet exercice qui, je le sais, peut tenter en tout cas certains cadres dirigeants, notamment quand ils ont de beaux états de service dans le secteur de la cible. Oui, alors c'est l'objet en fait des prévisionnels qu'on fait lorsqu'il y a un début d'activité ou une reprise. C'est vrai que c'est la difficulté essentielle de savoir après la crise comment ça va repartir. Donc c'est vrai, il y a des opportunités, mais après il faut voir s'il y a des débouchés et dans quelle mesure en fait l'activité reprendra. Il y a des changements aussi de mode de consommation qui peuvent impacter aussi le chiffre d'affaires et qui peuvent influencer du coup le prévisionnel et la reprise, le financement. Et vous avez tout à fait raison, c'est que bien souvent le modèle économique même de l'entreprise a pu être touché. Et en effet, c'est toute la difficulté pour les repreneurs, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est le Covid qui a rendu peut-être un petit peu obsolète mon modèle économique. Youssef et Pascal, on va avancer là et puis je voudrais qu'on évoque qu'on évoque le prix des affaires parce que c'est évidemment une question qui intervient assez vite lors des discussions. Est-ce que les cédants savent toujours précisément, ils ont ce fameux prix psychologique en effet en tête, et est-ce qu'ils ont des prétentions qui sont aujourd'hui du coup un petit peu plus réalistes qu'en 2018 ou 2019 ? J'entends aussi parfois dire qu'ils n'ont pas, et Denis de Macht, je crois, pourra nous le confirmer, me disait parfois on a des cédants qui n'ont pas vraiment d'idée arrêtée sur le prix de leur affaire et qui demandent en quelque sorte aux repreneurs de faire des propositions. Qu'en est-il aujourd'hui des comportements, des exigences, des prétentions des dirigeants qui sont sur le marché ? Alors, déjà, premièrement, lorsqu'on accompagne un cédant, on va définir une valorisation et donc on va la faire valider par le cédant, que ça corresponde bien à ses attentes. Donc, ça, c'est ce qui va fixer les bases des négociations.
Ensuite, en termes de valorisation, le Covid, je dirais qu'il n'a pas eu d'impact significatif en termes de multiples. Donc, les multiples qu'on trouvait en 2019 sur différents secteurs, on va les retrouver en 2020. Ensuite, la capacité de l'entreprise à résister au Covid pourra être pris en compte à la hausse ou comme à la baisse. Une entreprise qui a su tirer profit de ce confinement pourra maximiser son prix, pourra espérer avoir un EBITDA amélioré sur l'exercice 2020. On en voit. A contrario, une entreprise qui a subi des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de revenus liées au Covid, ça sera en tout cas, donnera lieu à une négociation. Puisqu'il y a toujours la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on retraite donc l'effet Covid? Est-ce qu'on se base sur une année normative ou est-ce qu'on prend en compte cette baisse d'activité qui a un impact ensuite sur le résultat? Après, je veux dire, il faut apprécier chaque cas différemment et voir si l'évolution des derniers mois est conjoncturelle ou si elle donnera lieu à véritablement un changement de tendance à l'avenir. Alors, avant que Pascal n'enchaîne et nous donne ça, fasse passer là aussi quelques messages, je voudrais, Denis Demac, parce que sur ce que vient de dire Youssef Afkir, quelque part, vous l'avez vécu, Denis, et ça, rien ne vaut le vécu d'un repreneur. Vous m'avez dit, moi, pendant le Covid, j'étais en train de discuter sur le rachat d'une belle affaire, je crois, autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, spécialisé dans le bio ou dans la distribution bio. Et finalement, j'étais face à un cédant dont les résultats étaient un peu dopés par la crise, par l'épidémie. Et donc, du coup, finalement, il s'est montré plus gourmand qu'avant le Covid, en disant, voilà, moi, mon entreprise, elle va mieux depuis le Covid. Vous l'avez vécu, ça? Oui, j'ai pas sans céder à votre explication, mais oui, c'est exactement ça. On était plutôt très très bien avancé. Là-dessus est arrivé le Covid qui a mis un petit peu en stand-by avec plutôt un effet d'aubaine pendant 2 mois le cédant est revenu sur les termes de… Alors, on n'était pas encore tombé d'accord, mais ça a remis une couche à la négociation jusqu'à ce que moi, je mette fin à la négociation puisque il voulait que je m'engage sur 7 ans sur un prix lié à un effet d'aubaine sur 2 mois passés. Donc, j'ai mis un terme parce que je n'étais pas en phase avec cette vision-là. Au final, lui a fait le choix de reporter sa décision de vente à 2021 ou 2022 en se disant qu'il allait sortir un bilan 2020 bien meilleur que 2019 et que du coup, il valoriserait plus en amont, il valoriserait mieux, sa société. Bon, voilà, donc un revirement de stratégie de la part du vendeur qui a préféré du coup reporter de quelques mois en espérant peut-être que le futur repreneur ne neutralisera pas cet effet Covid. Enfin, je sais, bon, voilà, en tout cas, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et voilà, donc oui, moi j'ai mis un terme à une négociation liée à un effet Covid qui était à mon sens survalorisé et surtout une grosse incertitude. Est-ce que les clients allaient réellement rester? Est-ce que, bon voilà, il y avait Alors, Pascal Albouy, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de repreneurs qui se disent, qui se frottent un petit peu les mains en se disant, bon, on va écraser, compte tenu de la situation, ça va nous permettre un petit peu d'écraser les multiples de valorisation. Or, quand je donne la parole aux professionnels dont vous faites partie, en fait, le discours, il est assez opposé et il est de dire non, il y a absolument pas d'écrasement
des valorisations aujourd'hui. Et il y a même des professionnels qui disent attention, hein, qui mettent en garde les repreneurs en leur disant attention, vous allez agacer, vous allez prendre le risque même de perdre, de perdre le contact avec le cédant. La négociation, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en penser à la fois sur cette sur l'approche psychologique des cédants, et qu'est-ce que vous constatez vous sur en tout cas sur les variations de multiples aujourd'hui? Par rapport à ceci, je rejoins Youssef et le point que Denis a souligné est très important, hein, dans la notion d'effet d'aubaine. Je dirais aujourd'hui, ce qui est important de bien caler au départ, c'est cette valeur, je dirais, normative de l'entreprise. En fait, dans toute valorisation, on parle du passé. Et aujourd'hui, qui plus est, avec cette période d'incertitude, il faut parler de l'avenir. Donc, quand on valorise une entreprise, on parle donc des valeurs de BE moyen des 2-3 dernières années. On parle de l'année 2020. Et surtout, moi, je dis, il faut souligner en fait la stratégie de l'entreprise avec ce qui va être demain. Est-ce que cette entreprise a investi pour des outils qui permettront de produire plus demain? Est-ce que cette entreprise s'est adaptée à la digitalisation, par exemple, dans certains secteurs d'activité? Est-ce que la clientèle a évolué par rapport à des segments, par exemple, on parle de click and collect. Il y a certains secteurs d'activité, avant, je dirais, le mois de mars, le click and collect, il ne l'avait même pas dans le carton, il l'avait à côté, il ne savait même pas comment ça allait fonctionner. Aujourd'hui, par de nouveaux modes de commercialisation, en fait, on arrive à valoriser des entreprises. Donc, pour revenir à parler des multiples, je dirais, fondamentalement, il n'y a rien qui a changé à aujourd'hui sur les multiples. On mesure dans chaque entreprise, et chaque entreprise est unique, ces barrières de protection, je dirais barrières à l'entrée en termes de brevets, de savoir-faire, de marché de niche. Là-dessus, on peut parler de valorisation. L'humain, pour moi, est au cœur du réacteur, si vous voulez, de l'entreprise aussi, une organisation fonctionnelle de l'entreprise, un dirigeant qui cède. Est-ce que c'est l'homme clé qui fait tout, le commerce, la production, qui a toutes les recettes dans sa tête? Ces points-là, en fait, c'est des sujets de vraie valorisation. On peut faire toutes les meilleures règles arithmétiques, de multiples, de retraitement de BE, avec tous les détails du compte de résultat. Je pense qu'on n'arrivera pas à une vraie valeur d'entreprise. Par contre, un point d'attention qui a été souligné au niveau juridique, c'est le complément de prix. Moi, personnellement, je dis il faut en parler, mais pour le formuler juridiquement, je trouve que c'est très, très, très compliqué. C'est beaucoup de sujets à discussion de demain. Je pense qu'un contrat d'accompagnement ou alors des choses très précises d'intervention du cédant sur des marchés en cours, sur un accompagnement, sur un savoir-faire, oui, on peut le rendre factuel. Après, si on commence à parler de projection à 1 an, 2 ans de complément de prix, dans ce cas-là, je dirais plutôt dans un montage, réfléchissons à associer le cédant en partie au niveau capitalistique, soit par du crédit vendeur, soit par une reprise partielle, un réinvestissement de son produit de cession. On peut dire le dirigeant, il cède que partiellement son entreprise, il garde 10% au capital, et s'il croit en l'avenir et surtout au repreneur, forcément, il valorisera ses participations futures. Donc, ces montages-là, j'y crois beaucoup, mais il faut être très, très factuel pour qu'on puisse maximiser une valorisation. Et cet accompagnement-là au niveau du capital, je pense que c'est un outil important, comme peuvent le souligner les fonds d'investissement qui sont très actifs en cette période pour justement les reprises. Souvent, ça passe par du réinvestissement du cédant à côté d'un repreneur et du fonds d'investissement. Voilà ce que je peux dire à cet instant, mais de toute façon, n'hésitez pas à me questionner s'il y avait besoin par le chat, je peux vous répondre aux participants. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, ce sont des montages en effet que l'on voit à nouveau fleurir, hein. Réinvestissement
du cédant au capital de la holding. C'est aussi une façon de montrer qu'on croit évidemment dans son repreneur. C'est aussi une façon, si on n'obtient pas complètement le prix qu'on veut tout de suite, compte tenu des incertitudes, ben c'est une façon d'espérer quand même l'avoir, ce prix, avec en faisant ce réinvestissement sur une période, sur une durée limitée. Bruno Despiaux, vous, le banquier prêteur, en effet, que vous êtes, il est aujourd'hui rassuré, si je puis dire, quand il voit en effet un cédant réinvestir aux côtés de son repreneur. J'imagine que ça doit faire dormir un petit peu plus tranquille là, le prêteur que vous êtes. Alors, tout à fait, c'est un point positif, ça. Bon, ouais. Évidemment, ce que n'a pas prêté le banquier, c'est toujours ça de prix. Donc, effectivement, c'est un point. Le plan de financement est un point primordial. Mais bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le monde de demain sera le monde d'hier? Voilà, c'est toute l'incertitude. La digitalisation de l'économie, la transformation des modes de consommation, est-ce que l'entreprise est prête à ça? Est-ce qu'elle s'est transformée? Donc voilà, bâtir un plan de financement, c'est pas évident. Et donc, tout ce qui contribue à diminuer le recours à l'endettement est bon à prendre. Que ce soit effectivement du crédit vendeur ou que ce soit du réinvestissement en fonds propres. Autre sujet là, vous concernant, c'est la connaissance du métier de la cible, par une connaissance fine, j'entends, par le repreneur. On imagine aujourd'hui que cette connaissance, c'est une composante évidemment importante pour le prêteur que vous êtes, compte tenu de toutes les incertitudes. Vous vous dites quand même, voilà, si j'accompagne un repreneur qui connaît à fond le métier, on peut penser que c'est un élément, c'est un prérequis auquel le prêteur que vous êtes est sensible. Alors, effectivement, ce qui est important quand on découvre un porteur de projet, c'est qu'il soit capable de bien nous présenter sa stratégie, son modèle économique, à qui il s'adresse, quels sont ses clients, quels sont ses fournisseurs, quels sont ses ou son produit, comment évolue son marché. Voilà. S'il est capable de vraiment nous présenter concrètement à qui il s'adresse, comment il va faire, quelle est la stratégie, son modèle économique, son benchmark, voilà, ça nous permet, nous, de visualiser, de comparer également avec d'autres clients que nous avons, si ces hypothèses de taux de marge sont cohérentes, si son marché est porteur. Enfin, voilà, je dirais que parfois, c'est cette partie-là de présentation qui est sous-estimée, parce que nous, on est très preneurs, parce que derrière, on va vendre ce dossier à notre comité de crédit. Et donc, voilà, tout ce qui permet de mettre en valeur la bonne connaissance par le porteur de projet est une évidence. Donc, ça veut dire, en effet, là, le message, il est fort en direction des futurs repreneurs, c'est arriver avec des dossiers bien charpentés, construits avec, en effet, ça repose la question, évidemment, du business plan qui aura été mouliné avec l'expert comptable. Alors, je vais redonner la parole, bien sûr, aux experts comptables. Denis Demact, vous pouvez peut-être réagir par rapport à, en effet, le fait d'être du métier ou pas du métier. Parce que vous me disiez, finalement, moi, je suis en train de reprendre une affaire dont je ne connais pas, dont je ne connais pas le métier. C'est dans le domaine de la construction. Vous venez, vous, je crois, des fruits et légumes. Vous étiez agroalimentaire vous veniez de l'agroalimentaire et vous allez reprendre dans le domaine de la construction. Donc, c'est pas gagné quand on va frapper à la porte des banques, ce qui doit commencer à être votre cas aujourd'hui. Quel accueil vous font, parce que là on est dans le concret, on est dans la vraie vie là. Quel accueil vous font
les banquiers prêteurs, la Banque populaire occitane et puis d'autres, parce qu'il faut évidemment aller frapper à la porte généralement de 4 ou 5 banques. Oui, alors moi, c'est effectivement un point sur lequel j'ai été très attentif quand je suis allé me présenter auprès des partenaires bancaires. Donc moi, je suis allé rencontrer 8 banques. Au global, il n'y en a pas un seul qui m'a dit vous n'êtes pas le bonhomme. Voilà. Parce que bon, moi, voilà, de par mon expérience, j'ai fait du développement commercial, j'ai fait beaucoup de management, j'ai dirigé différentes structures en tant qu'homme clé. Donc, j'ai surtout, on va dire, valorisé ces compétences que j'ai éprouvées. Mais mon dossier et voilà, ma reprise fait également sens, puisqu'il y a un certain nombre de compétences dans l'entreprise. Certes, j'ai des compétences, et j'ai été transparent, moi, avec les banquiers. Je leur ai dit, voilà les compétences que je n'ai pas et qui vont quitter l'entreprise avec le départ du cédant. Et voilà, donc avec certains faisant appel à des actions particulières et d'autres que j'ai clairement classées dans la case enjeu de la réussite de la transmission, en fait. Voilà, donc j'ai un certain nombre de points clés dans la réussite qui sont clairement identifiés, qui font l'objet du protocole d'accord et des compétences que le cédant doit impérativement me transmettre dans la partie de recouvrement, quoi. Voilà, donc 8 banques à approcher. Et pour le moment, vous avez des offres fermes ou? Je commence à avoir des offres fermes. Il y en a une qui m'a répondu qu'elle n'était pas favorable, pas par rapport à mon profil, pas par rapport au fait que le secteur d'activité ne correspondait pas aujourd'hui à son voilà, à sa stratégie, quoi. Voilà. D'accord. Bon, et puis faut aller interroger nos amis de la Banque populaire occitane, bien sûr, hein. Ça a été fait, bien sûr. Ça a été fait. Bon, vous nous rassurez. Vous nous rassurez. Alors, je voudrais qu'on fasse passer là aussi quelques messages sur le point 4. Je me tourne à nouveau vers l'équipe d'Acom Audit, Sandra, Cédric, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses là qui ont été dites et qui nous ramènent vers la valeur ajoutée qui peut être la vôtre, qui est la vôtre aux côtés des futurs acquéreurs. En effet, notamment là, Bruno Despio disait c'est très important d'arriver avec un dossier solide et ça passe évidemment par un business plan qui va montrer que voilà, le repreneur est capable en tout cas sur 2 ou 3 ans ou plus, qu'il est capable de reprendre cette affaire et de financer sa dette senior. S'agissant du business plan, comment il faut l'appréhender aujourd'hui, Sandra ou Cédric? Est-ce qu'il faut être plus conservateur qu'il y a un an? Et qu'est-ce que vaut, et j'ai envie de dire, et là on peut entendre aussi la réponse du banquier, mais qu'est-ce que vaut un business plan à 3 ans aujourd'hui? Quelle valeur lui accorder? Effectivement, toute la difficulté est sur la constitution du prévisionnel, étant donné qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain, surtout avec cette année 2020 qui est particulière. Donc, sur certains secteurs d'activité, ça va être très difficile de se baser dessus et on fera faire au mieux, mais voilà, ça va être très compliqué de pouvoir voir à 2 ou 3 ans. Oui. Voilà, donc c'est notre la difficulté d'essayer de le faire au mieux pour que le repreneur puisse avoir une meilleure visibilité. Et alors,
Et s'agissant alors de la lecture de 2020, parce que ça aussi c'est un des autres sujets aujourd'hui pour les acquéreurs, c'est d'avoir en fait une vision claire d'un exercice 2020 dans lequel il y a eu l'arrivée d'une trésorerie d'une trésorerie excédentaire avec le PGE, dans laquelle il y a pu avoir des aides, je le disais tout à l'heure, des entreprises un petit peu sous perfusion. Et d'ailleurs, ces aides se sont traduites par une amélioration du coût de la rentabilité de l'entreprise. J'ai certains professionnels qui disent nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui, quelque part, vont extérioriser une année 2020 avec une amélioration de la rentabilité. Oui, mais tout ça est assez trompeur. On se met à la place des repreneurs. Comment s'y retrouver? Comment faire le tri dans tout ça? Disons que c'est pas vraiment une amélioration de la rentabilité dans un prévisionnel. Tous les aides qui ont pu être perçues pour le Covid et tout ça, elles vont être retraitées en fait. Elles vont être retraitées, ça ne va pas rentrer dans le chiffre d'affaires, ça augmente la trésorerie, mais ça ne va pas augmenter proprement dit la rentabilité, ça va être retraité. Pour justement pas fausser la vision de la valeur réelle de l'entreprise. Voilà. Donc là, il va y avoir… Alors, d'ailleurs, ça pose aussi une autre question qui est, pour le repreneur, de rester quand même extrêmement vigilant. Et ça, là, je vais me tourner vers à la fois Pierre Saulnier et puis peut-être notre témoin Denis. Oui, il faut se montrer extrêmement vigilant, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, quitte Pierre Saulnier, quitte à si on découvre une réalité, par exemple, au niveau des audits, qui montre que la réalité est dégradée par rapport à ce qui avait été présenté ou annoncé par le cédant, quitte à se laisser la possibilité de rétropédaler si on s'aperçoit que le compte n'y est plus, ou quitte à demander un ajustement du prix. On revient à notre prix de tout à l'heure. Si on s'aperçoit qu'il y a en effet des moins-values à ajuster. Oui, il y a deux points à voir. Dans le cours de la négociation, il y a effectivement le résultat des audits qui ont été effectués, qui vont nécessairement avoir un fort impact sur la discussion finale, sur le prix. Généralement, ça a lieu après le fameux put dont je parlais tout à l'heure, la fameuse promesse, et avant le closing de l'opération où effectivement on va négocier au vu de ces audits. Il y a également dans ce contexte-là la garantie d'actifs et de passifs qui prend toute son importance, notamment par rapport aux données qui ont pu être transmises pendant toute cette phase de discussion, et puis bien sûr sur les éventuels redressements fiscaux ou sociaux qu'il peut y avoir dans les 3 ans qui suivent la cession. Donc cette garantie d'actifs et de passifs, elle permet quand même de sécuriser. Lorsqu'elle est bien rédigée, elle permet de sécuriser au mieux l'acquéreur. Voilà. Et pour revenir très rapidement, parce que ça fait partie également du sujet, je souscris totalement à ce qui a été dit sur la clause d'earn-out. Évidemment, je ne rentre pas dans toutes les subtilités de ce qui peut être discuté dans le cadre d'un complément de prix, mais le maintien d'une participation du cédant est effectivement généralement la règle. Encore une fois, il faut simplement, dans ces cas de figure, prendre en compte toutes les dimensions, notamment fiscales, puisqu'il peut y avoir un certain nombre d'options qui jouent dans le cadre d'une cession. Il faut être vigilant sur les interférences que peuvent avoir ce genre de clauses. Mais c'est du cas par cas. Je dirais que c'est du sur-mesure en fonction des situations, de la taille de la société, des enjeux financiers. Et tout ça, ça doit être vu effectivement dans le cadre de la discussion et de la négociation.
Et ce qui veut dire, par exemple, au niveau de la lettre d'intention, hein, qui est un peu le tournant de la négociation, cette fameuse LOI, là, maître, ça veut dire qu'il faut, quand on est acquéreur, bien prévoir des conditions suspensives, hein, qui permettront, si elles ne sont pas remplies, qui permettront de donner une porte de sortie éventuellement à l'acquéreur. Bien sûr, tant que le closing n'a pas eu lieu, la discussion est toujours en cours. La lettre d'intention, généralement, c'est un premier document qui permet à l'acquéreur de faire une offre, hein, de définir le cadre de son offre. Et généralement, on a un deuxième document qui intervient après, c'est le protocole d'accord. Hein. Encore une fois, en anglais, c'est ce fameux put qui est une option, si vous voulez, mais qui se fait effectivement sous conditions suspensives. Alors, ces conditions, elles peuvent être diverses et variées. Généralement, c'est l'obtention d'un financement, mais ça peut être aussi, côté acquéreur, un certain nombre de diligences qui doivent être faites par le cédant avant la cession. Il y a toute une. Enfin, je veux dire, c'est très souple, hein, dans la façon dont on peut discuter les choses, mais ce processus de cession qui est très cadré juridiquement permet d'inclure toutes les conditions qu'on veut mettre et, le cas échéant, de ne pas aller au bout du deal, évidemment, si ces conditions ne sont pas remplies. Je me tourne à nouveau vers Denis de Mact, et puis ensuite on écoutera Bruno Despiaux. Puisque Denis, vous êtes en train de négocier, vous êtes en approche de signature de protocole. Donc là, par rapport à ce qui a été évoqué, on a parlé de réinvestissement possible du cédant. On n'a pas parlé, mais on peut peut-être en dire un mot, de crédit vendeur. Hein, crédit vendeur, quand la bouchée est un petit peu grosse pour le repreneur, notamment si c'est un repreneur interne, on sait que l'outil de ce type de prêt, de ce type de crédit par le vendeur peut être bien utile. Vous, comment vous avez appréhendé ces différents outils? Est-ce que vous allez en utiliser ou pas? Oui, moi je suis parti sur un prix fixe à la cession avec un complément de prix sous condition d'atteinte d'un EBE au bout d'un an d'exercice. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai bâti mon BP sur des hypothèses qui correspondent à un capacitaire de 2020. De 2020, mais finalement, avec les 2 mois d'arrêt de production, ces hypothèses semblent bonnes, mais voilà, j'ai besoin que le cédant confirme ce capacitaire-là. C'est également pour moi un moyen de garantir que le cédant va assurer une bonne transmission, parce que finalement, on peut toujours écrire des choses sur un dossier, mais voilà, là, il est challengé et on est tous les deux intéressés, donc j'ai presque envie de dire c'est gagnant-gagnant, hein, que tout se passe bien dans la reprise, qu'il m'accompagne correctement par rapport aux termes dont on a convenu, et puis que les résultats économiques soient à la hauteur de mes attentes et finalement de sécuriser la reprise à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc il y a une partie financière et puis une partie engagement de la part du cédant. Donc je l'ai volontairement mis de manière assez élevée pour qu'elle soit relativement incitative pour le cédant. Par contre, effectivement, côté banque, c'est des choses. Excusez-moi. Côté banque, on sent bien que c'est des mesures qui ne sont pas facilitantes dans les montages dans les montages financiers et dans les plans de financement. Et là, il y a des regards un peu différents selon les partenaires bancaires potentiels. Donc, c'est intéressant aussi de partager ces regards-là. Voilà, soit on le prend dans le plan de financement immédiat, soit on part sur d'autres solutions.
Après, voilà, on fait ses choix en fonction de ses attentes et du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Mais voilà, c'est un élément important dans la reprise. Ouais. Alors, Bruno Despio, on parlait tout à l'heure, en effet, dans le cas de Denis, un prêt, un second conditionné par un an plus tard, conditionné par l'atteinte d'objectifs. Du coup, ça fait une petite ingénierie, financière aussi qui est peut-être un petit peu plus rendue un peu plus complexe. Alors, c'est difficile d'accorder un financement avec un horizon 1 an. C'est-à-dire que, franchement, se positionner en donnant un accord que dans 1 an, on fera un autre prêt, aujourd'hui, on ne le fait pas. Oui. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Bien sûr, si les chiffres sont favorables, il n'y a aucune raison de ne pas accompagner et de ne pas financer, mais on ne peut pas s'engager aujourd'hui avec un horizon de 12 mois. Donc, voilà. Donc, il faut que le plan de financement soit bouclé, en tout cas que la sortie soit prévue au départ et que nous, on ne soit pas obligé d'intervenir. Si les choses se passent mal dans 12 mois, on n'ira pas au-delà. Donc voilà, donc nous, banques, on ne donne jamais un accord. Voilà. On est d'accord pour voir, et si les chiffres sont bons, il n'y a aucune raison de ne pas faire. Je me tourne là vers Youssef et Pascal. C'est vrai que du coup, côté cédant, on voit bien qu'il y a quand même un peu des lignes qui bougent. Il y a des schémas qui ont la cote aujourd'hui, avec réinvestissement du cédant, etc. Voire crédit vendeur. Est-ce qu'il faut se préparer? Vous êtes aux côtés, quand vous êtes aux côtés du cédant, en tout cas. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut préparer en quelque sorte le cédant à tous ces schémas, ne serait-ce que pour savoir s'il est OK pour s'y prêter ou pas, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces modalités de financement ou ces modalités de paiement, elles ont presque autant d'importance que le prix facial en lui-même. Et ça pose la question de l'accompagnement, notamment de l'accompagnement des dirigeants. Il y en a qui, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt des accompagnements un petit peu plus longs qui sont demandés par les acquéreurs. Encore faut-il être certain que le cédant soit d'accord pour ce type d'accompagnement un peu plus long. Il y en a parfois qui veulent partir vite. Alors, Marc, plusieurs questions en une. Pour commencer sur le sujet de l'accompagnement, c'est une condition qu'on retrouve systématiquement dans les reprises, ne serait-ce que pour la transmission et la prise en main de la société, sans parler du fait qu'un repreneur n'est pas forcément du même secteur d'activité. Donc pour l'accompagnement, c'est quasiment systématique. Ensuite, pour la condition de crédit vendeur, moi, je pense qu'il faut regarder, enfin observer le cas sous deux conditions. Est-ce que c'est un crédit vendeur qui a lieu suite à des problématiques financières et de financement, ou est-ce que c'est un crédit vendeur ou un réinvestissement dans le cadre d'un objet plutôt stratégique? Sur ce point-là, je peux vous donner un exemple typiquement sur lequel je suis actuellement. J'accompagne un cédant qui cède son entreprise. Il n'est pas en limite d'âge pour aller en retraite, mais voilà, c'est plutôt par opportunité. Donc, on a rencontré des repreneurs qui sont sur un projet, plutôt eux de constituer un réseau propre à cette activité.
Donc, donc les porteurs de ce projet, les acheteurs, n'ont pas la compétence métier. Par contre, ils ont la compétence business et développement et gestion. À l'inverse, j'accompagne un artisan qui, lui, connaît parfaitement le secteur d'activité. Et ce qui est en train de se dessiner, c'est que le cédant pourrait adhérer à ce projet en réinvestissant et en faisant partie de cette constitution de groupe et de développer l'entreprise qui était une seule entité à un réseau de plusieurs établissements. Mais on va dire que ça dépend des cas de figure. Si on se retrouve avec un départ en retraite, on aura difficilement la volonté d'un cédant à réinvestir. Voilà, à jouer les prolongations. Sur les… On a parlé de prix, on a parlé de financement. Cyril, peut-être quelques mots, Cyril Rocher, parce que je sais qu'au sein du mouvement coopératif, vous avez évidemment des outils de financement qui vous sont spécifiques. Et sur les outils évoqués, par exemple le crédit vendeur, qui en effet se prête bien dans le cadre de reprise par les salariés. Est-ce que ce sont des schémas, en tout cas, auxquels dont vous êtes familier dans les scopes? Oui, il n'y a pas les scopes, c'est des sociétés comme n'importe quelle société, c'est-à-dire toutes les techniques de modalités de paiement du prix s'appliquent. Je reste sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire nous, on aime bien des plans de financement baqués, donc je rejoins encore la Banque Populaire, c'est-à-dire toutes ces notions de complément de prix, tout ça, elles sont difficilement finançables, on ne sait pas trop où on va et voilà, on n'est pas très porté là-dessus. On préfère avoir du compte courant qui reste bloqué à la limite, puis la société peut retirer ses comptes courants. Enfin, je veux dire, voilà, on aime bien les choses certaines plutôt que des choses on verra demain pour finaliser le deal, quoi. Sinon, oui, on fait à peu près tous les montages possibles, imaginables. On n'a jamais fait autant en fait, de rachat d'entreprise avec les fonds. Les fonds ont arrêté de nous considérer comme un montage crypto-communiste. Donc, c'est vrai qu'on fait de moins en moins appel aux banques puisque les fonds sont de plus en plus à nos côtés. D'accord. Donc, les fonds de proximité, on a parlé de Midi Pyrénées Croissance. Croissance. Midi Pyrénées Croissance, c'est le dernier deal, oui. Le fonds multicroissance également, dont abondé par les banques populaires. Voilà aujourd'hui, en effet, des réponses. Alors, des réponses aussi pour peut-être des reprises un petit peu plus importantes. Là, je me tourne vers Pascal Albouy, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des repreneurs qui sont plutôt confrontés à une baisse de l'effet de levier. Donc, c'est peut-être l'occasion, pour ceux en tout cas qui veulent continuer à cibler des PME d'une taille significative, c'est peut-être l'occasion aussi de vraiment se poser plus que jamais la question du rachat épaulé par un ou deux fonds d'investissement locaux. Oui, vous avez entièrement raison, Marc. Par rapport à ceci, aujourd'hui, comme vous l'avez cité, Multicroissance intervient sur le territoire pour accompagner entrepreneurs et entreprises qui ont des objectifs, je dirais, de consolidation ou justement d'accélérer leur croissance, parce que le fonds a une vertu, c'est qu'au moment du rachat, il intervient sur une opération, mais surtout, et notamment Multicroissance, on s'inscrit quelque part dans la durée pour justement dans un investissement où demain, et on s'en aperçoit déjà dès aujourd'hui, c'est que les entreprises, les rachats se font de plus en plus sur des tickets importants
Et il est important justement de structurer bien l'endettement. Et on s'est aperçu, et Bruno l'a souligné, c'est qu'il y a quand même une limite sur l'effet de levier de la dette, surtout dans cette période. Donc, la constitution d'un montage dans le plan de financement avec un fonds, ça permet d'asseoir, je dirais, le modèle économique que l'on valide avec l'expert comptable dans le business plan, comme on le disait tout à l'heure, hein, avec de l'incertitude. Et surtout, ça permet de prévoir de la croissance et de l'innovation. Parce que je pense que dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'innovation au travers des chefs d'entreprise, entrepreneurs qui reprennent des entreprises qui ne sont pas forcément des activités qu'ils connaissaient avant, mais c'est justement par leur différence au début de l'aventure que ça permet de créer de la valeur, quoi. Pour terminer un petit peu sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense que voilà, il y a de la création de valeur encore dans cette situation de crise sanitaire et il faut oser. Il faut oser et nous tous autour de la table aujourd'hui, nous sommes des multicompétences pour échanger. Et le rôle des intermédiaires, ça permet aussi, comme le disait Denis tout à l'heure, ça permet de poser un cadre un peu plus normatif dans l'approche d'un dossier, tant du côté cédant que du côté acquéreur. Et je pense que voilà, tout le monde en a un rôle à jouer dans la reprise de nos entreprises du territoire. Alors, Denis, parce que hein, le temps a passé, je vous l'avais dit, hein. Tout ça passe extrêmement vite. 12h30, donc on va évidemment en venir à la fin. Je voudrais peut-être un dernier commentaire de Denis Demac, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment là, vous, en train de… Hein, c'est les derniers tours de roue là, dans vos discussions avec votre cédant. Alors, avec un projet, pour rebondir sur ce que disait Pascal Albouy, vous avez un vrai projet de donner de la vitesse, à l'entreprise que vous allez racheter, qui avait à sa tête plus un créateur, mais pas forcément un développeur. Et j'ai envie de dire que vous, tout l'intérêt de votre reprise, eh bien, c'est peut-être de faire changer de taille une belle petite entreprise qui a d'énormes réserves de croissance. Alors, pour vous accompagner dans ce développement, parce que pour le coup, en effet, ça demande aussi des moyens, est-ce que vous avez imaginé associer, par exemple, un partenaire financier? Je sais que le dossier que vous avez regardé précédemment était un dossier d'une taille significative. Vous repreniez seul ou bien vous vous étiez déjà préparé à la possibilité de faire une petite place à un investisseur en capital minoritaire à vos côtés? Je crois qu'on a perdu Denis et André pour les slides. Denis, voilà, j'entends à nouveau, mais là, en effet, on n'a pas entendu. Oui, je crois que le réseau a sauté. On n'a pas entendu sa réponse. Bon. Marc, vous pouvez enchaîner. Pour terminer, ouais. Non, pour terminer, je pense que là, on a fait passer beaucoup de messages, à la fois en direction des futurs cédants, pour pouvoir se donner le temps, pour ceux qui reportent leur projet, la possibilité d'apporter des correctifs à des faiblesses qui peut-être ont été soulignées par la crise. Donc là, c'est important de mettre à profit le temps qui leur est donné pour soit apporter ces correctifs, soit en tout cas
présenter une entreprise parfaitement préparée. Là, c'est le rôle aussi de Pierre Saunier, des équipes d'avocats pour pouvoir, on n'a pas parlé de l'immobilier d'entreprise, Pierre, mais on aurait pu, avec des arbitrages qui doivent se faire suffisamment en amont. Donc, côté cédant, voilà, pour ceux qui ne veulent pas sauter le pas tout de suite, se mettre à profit, en tout cas, les quelques mois ou peut-être la petite année qui va précéder la mise sur le marché de leur entreprise. Et puis, du côté des acquéreurs, eh bien, je crois que l'exemple de Denis Demact est là pour montrer qu'il n'y a aucune fatalité dans ce contexte Covid du moment, que les discussions peuvent continuer, qu'il est tout à fait possible de continuer à se projeter dans l'avenir. Et je pense que c'était le sens aussi des messages passés par ce repreneur qui, si tout se passe bien, devrait finaliser sa reprise avant la fin d'ici la fin de l'année. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Nous vous adresserons alors petit message en direction des internautes là, qui nous ont suivis toute la matinée. Nous allons vous adresser pour que vous puissiez retrouver facilement les coordonnées précises des uns et des autres, de tous nos experts, de notre témoin. Eh bien, nous vous ferons passer une fiche avec les coordonnées précises de tous nos intervenants de la matinée. Voilà, donc ça sera facile du coup pour les uns et les autres de pouvoir poser, comme il n'y a pas le petit cocktail qui là, évidemment, ça sera l'occasion bien entendu, d'entrer en contact avec les uns et les autres et de poser toutes vos questions. Et puis, nous vous adresserons également les slides, parce que je sais qu'ils sont toujours demandés. Donc, nous vous adresserons les slides de la conférence. Et puis, petit cadeau, petit Père Noël de la part du magazine Reprendre et Transmettre, nous vous adresserons également le format PDF de notre dernier numéro qui faisait état de reprises, de repreneurs, d'histoires de repreneurs qui ont repris entre les deux confinements et dont Denis Demact vient allonger la liste. Donc voilà, ça vous permettra aux uns et aux autres d'approfondir votre réflexion pour une possible session ou pour une possible reprise. Voilà, un très grand merci encore une fois à toute l'équipe de la CCI Haute-Pyrénées qui s'est mobilisée, André Bin qui a été la cheville ouvrière de notre réunion de ce matin. Je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur de nous avoir permis à tous de passer des messages et je l'espère d'avoir répondu aux questions qui étaient celles des internautes en début de cette réunion. Voilà, André. Oui, un grand merci à toi, Marc. Tu es toujours aussi passionné et passionnant. Et également un grand merci aux conférenciers qui ont été très pertinents. Exact. Je pense que oui, j'ai le petit rituel généralement en présentiel de les applaudir, mais en effet, un grand merci à tous nos experts de nous avoir éclairés et d'avoir donné de précieux repères aux uns et aux autres. On se donne rendez-vous en 2021, si possible en chair et en os, évidemment sous le beau soleil, sous le beau soleil des Hautes-Pyrénées qui, je crois, brille aujourd'hui. Ouais.